Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre analyse de sources nous emmène à la croisée des chemins entre l'industrie alimentaire, la psychologie de masse et des stratégies de vente qui sont franchement particulièrement agressives. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dossier est épais. Totalement. On a devant nous une vraie montagne de documents, des mémos stratégiques, des menus ultra détaillés et des pitchs financiers qui manquent pas d'audace. Et tout ça gravite autour d'un seul acteur. Exactement. Une entreprise vietnamienne qui s'appelle Monvegan, alors anciennement c'était connu sous le nom de Bepi Food, et leurs ambitions sont juste colossales. Il vise très haut, hein. Ils veulent littéralement révolutionner le marché mondial de l'alimentation végétale, mais, et c'est là que ça devient original, en y injectant ce qu'ils appellent une Healthy French Touch. Donc une touche de gastronomie française, mais axée sur la santé. C'est ça. Bon, on va décortiquer tout ça. L'objectif de notre plongée au cœur de ces documents aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette entreprise compte utiliser les coûts de production vietnamiens pour s'imposer en Europe. Le fameux avantage compétitif. Voilà. Et surtout, pourquoi leur stratégie marketing repose sur un paradoxe apparent, c'est-à-dire cacher délibérément le mot vegan à, attention, 95% de leurs propres clients. Et c'est un point de départ extrêmement stimulant. Parce que pour bien saisir l'enjeu et comprendre pourquoi les documents de Vegan insistent autant là-dessus, il faut d'abord poser le cadre macroéconomique. Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce secteur en détail. En fait, on parle du marché mondial des plats végétaliens prêts à consommer. Et ce marché, il est dans une phase d'explosion absolue en ce moment. Les projections de nos sources sont très claires là-dessus. Ça devrait peser environ 12,16 milliards de dollars américains d'ici 2025. Ce qui est déjà énorme. Ah oui, mais c'est qu'un début. On s'attend à ce que ça double presque, pour atteindre les 65 milliards d'ici 2030. C'est fou. Ouais, c'est porté par une croissance annuelle hyper soutenue. Mais, et c'est là que l'initiative de Monvegan devient pertinente, c'est l'impasse dans laquelle se trouve une grande partie de ce marché aujourd'hui. L'impasse de la qualité, c'est ça? C'est exactement ça. D'un côté, on a une saturation de ce qu'on appelle les fausses viandes, ces produits ultra transformés, bourrés d'additifs chimiques, qui finissent par être rejetés par les consommateurs qui veulent juste manger sainement. Ce qui est un peu le but à la base quand on change d'alimentation. Logiquement, oui. Et de l'autre côté, on trouve des offres locales souvent très chères ou avec une qualité nutritionnelle franchement médiocre, sans parler du plastique. Ah oui, l'ironie totale. Grave. Des plats soi-disant écolos emballés dans du plastique lourd et polluant. Et c'est pile dans ce fossé qualitatif entre la malbouffe végétale et l'offre hors de prix que Monvegan essaie de s'insérer. Et honnêtement, c'est ce qui rend la lecture de leur philosophie culinaire si captivante. Quand on a commencé à parcourir les documents fondateurs de la marque, on est tombé sur un point hyper surprenant. La question des émotions animales. Voilà, ça relève presque du spirituel. C'est leur rejet absolu de cette fameuse fausse viande. Dans les textes, l'entreprise affirme de manière très sérieuse que les animaux ont des émotions et que lorsqu'ils sont tués, ils ressentent la peur, la douleur, l'angoisse, la colère. C'est une conviction qui revient en boucle dans leurs écrits, ouais. Tout à fait. Et selon eux, ces émotions négatives, elles s'évaporent pas par magie, elles resteraient emmagasinées dans la chair de l'animal. Et donc transmises ensuite. Exactement. Elles seraient littéralement absorbées par le consommateur humain qui mange cette viande. Les sources précisent même que ça aurait été étudié dans de nombreux pays. Donc c'est vraiment une vision très forte qui motive toute leur approche. Absolument. Et cette vision, en fait, elle dicte une réponse industrielle sans aucun compromis. Chez Monvegan, ça se traduit par une approche clean label d'une sévérité assez remarquable. On parle bien du 0% de chimie là, hein. C'est ça, zéro chimie. Leurs normes interdisent formellement les conservateurs, le sucre raffiné, les arômes artificiels ou même les bouillons industriels. Ce qui explique pourquoi ils détestent la fausse viande. Exactement. Parce que pour créer un substitut qui imite parfaitement la texture ou le goût d'un steak de bœuf, on a justement besoin de ces additifs chimiques qu'ils fuient comme la peste. Logique. Du coup, ils privilégient des protéines végétales brutes. Le soja, les pois, le quinoa, sans jamais chercher à tromper le palais sur la vraie nature de l'ingrédient. Et là où on pourrait s'attendre à ce que cette exigence de pureté fasse complètement exploser les prix, eh bien c'est tout l'inverse qui se produit. Ouais, les chiffres sont impressionnants. Les données financières dans nos sources sont juste bluffantes. Regarde l'exemple de leur plat de spaghettis végétarien. On parle d'ingrédients de qualité, d'un goût très abouti. Et le coût de revient? Ce plat coûte seulement 17 000 dong vietnamiens à produire en masse. C'est dérisoire. 17 000 dong, juste pour donner un ordre d'idée à notre audience, c'est l'équivalent de 60 ou 70 centimes d'euros. C'est rien du tout. C'est rien. Et le document précise en plus que ce coût peut encore baisser avec l'augmentation des volumes. Et cette
Cette prouesse économique, elle est d'autant plus intéressante qu'elle s'accompagne d'une rigueur assez étonnante dans les standards culinaires. Ils mettent énormément l'accent sur l'équilibre yin-yang. Ah oui, j'ai vu ça. Mais concrètement, ça ressemble à quoi dans leur méthode de production? Ce concept régit l'association des aliments entre eux pour faciliter la digestion, mais ça joue aussi sur le choix des modes de cuisson. D'accord. Par exemple, il favorise massivement la cuisson macrobiotique à la vapeur douce pour préserver les nutriments plutôt que les fritures à haute température. C'est une véritable ingénierie de la nutrition en fait. Ils ont remplacé les exhausteurs de goût par autre chose, non? Ouais, au lieu des trucs industriels, on remarque l'intégration minutieuse d'ingrédients médicinaux. Du tamari, de la pâte de miso, des prunes umeboshi ou encore du sel rose. Que des trucs très ciblés. Et il y a un détail culturel assez pointu dans leurs fiches. Ils maintiennent l'utilisation des 5 épices traditionnelles, les nguvitanes, qui sont réputées pour leurs bienfaits. En précisant bien l'origine, d'ailleurs. Oui, ils insistent sur le fait que c'est un héritage de la culture chinoise et pas du bouddhisme originel tibétain. Tout est millimétré pour maximiser le potentiel santé sans jamais sacrifier le goût. En parlant de goût, il y a cette anecdote du chef. Dans les textes, je la trouve tellement inattendue. Pour expliquer leur mentalité d'optimisation constante, il utilise une analogie technologique. Ah oui, le parallèle avec l'industrie des smartphones, C'est ça. Il compare l'amélioration de ses plats à la stratégie d'Apple avec l'iPhone. c'est osé comme comparaison. Très osé. Il explique qu'Apple met constamment à jour ses téléphones avec des petites modifications logicielles ou des nouvelles versions matérielles chaque année, tout ça pour pas se faire dépasser par des concurrents comme Samsung. Et il applique ça à des spaghettis. Exactement. Il dit que ces spaghettis, même s'ils sont déjà commercialisés et super bons, ils sont jamais définitivement figés. La recette évolue sans cesse. C'est l'amélioration continue. Ouais. Et le plus fou, c'est qu'il dresse un pont entre cette quête d'optimisation industrielle et l'évolution continue enseignée par le bouddhisme. Associer la philosophie bouddhiste à la stratégie concurrentielle de la Silicon Valley pour faire des pâtes, c'est quand même super original. C'est clair. Mais c'est le reflet d'une organisation qui refuse le surplace, qui cherche à innover sur tous les fronts. Et cette soif d'innovation, on la voit hyper bien quand on se penche sur leur modèle économique autour des boissons. Leur lait végétaux, c'est ça, hein? Ouais, c'est un pilier majeur de leur stratégie de croissance à court terme. Oui, on a toute une section dans nos sources qui est consacrée à cette fameuse gamme lait végétal et détox, et le produit phare qu'ils mettent en avant, c'est le programme Rainbow Detox sur 5 jours. Avec une promesse très claire. Très claire et très forte. Permettre une perte de poids de 2 à 4 kilos en moins d'une semaine. Et pour y arriver, la composition de cette cure est massive. C'est-à-dire, Ils utilisent une combinaison de plus de 13 types de noix premium, comme la macadamia ou la noix de cajou, et pas moins de 45 légumes et super-aliments différents. ah oui, c'est pas juste une petite cure de jus de citron là. C'est une reconstruction nutritionnelle complète. C'est le mot. Les documents s'appuient même sur le témoignage d'une cliente, une certaine Da Tao Muen, pour prouver que ça marche. Elle a eu quel résultat? Elle affirme avoir perdu 1,5 kg en seulement 3 jours. Mais au-delà du poids, elle souligne qu'elle n'avait plus faim, plus de fatigue et que son sommeil et sa digestion se sont nettement améliorés. En même temps, vu ce qu'il y a dans la livraison, ça doit être assez rassasiant. Totalement. Pour un prix de 1 430 000 dong vietnamiens, ce qui fait autour d'une cinquantaine d'euros, le client reçoit 30 bouteilles de boissons fraîches. Ce qui équivaut à combien de légumes, ça? À l'extraction de 12 kilos de légumes bruts. Impressionnant. Et ils ont même mis en place un système circulaire intelligent. Il y a une consigne de 150 000 dong qui est remboursée si les bouteilles en verre sont rendues propres à la fin. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure de leur modèle B2B, c'est-à-dire la vente aux professionnels qui vient se greffer sur ce produit détox. Comment ça? Mon vegan a bien compris que vendre ses laits de noix uniquement aux particuliers sur Internet, ça limitait leur croissance. Du coup, ils ciblent les cafés et les restaurants, mais avec une approche très très globale. Ils sont pas de simples fournisseurs alors? Non, c'est bien plus intégré que ça. Quand ils s'associent à un café local, ils lui fournissent un modèle commercial clé en main. Ils livrent le menu détox complet, mais la vraie subtilité, c'est que Mon Vegan prend en charge la publicité géolocalisée sur les réseaux sociaux. Attends, donc c'est l'entreprise elle-même qui investit pour attirer les clients physiquement dans les cafés de ses partenaires? Exactement. Le gérant du café est gagnant sur tous les tableaux.
C'est le rêve pour un commerçant. Mais oui, il n'a plus à se soucier d'acheter des équipements lourds de pressage à froid, il n'a pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour préparer les boissons, et il gère pas le marketing de cette gamme. Il a juste à vendre, quoi. C'est ça. Monovegan transforme simplement cet établissement indépendant en un point de vente de son propre écosystème. La rentabilité augmente pour les deux parties et la distribution physique de la marque s'étend à moindre coût. C'est brillant. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette efficacité commerciale redoutable, elle repose aussi sur une approche psychologique qui tient presque de l'infiltration. Le marketing furtif. Voilà, la stratégie furtive. L'objectif affiché dans les mémos, c'est de séduire massivement les mangeurs de viande. Selon leurs estimations, ces derniers représentent 95% de leurs clients potentiels. C'est la très grande majorité du marché. Et la consigne stricte, qui est soulignée en gras dans leurs propres documents, pour s'adresser à eux, ne jamais utiliser le mot végétarien ou vegan dans le nom du produit. C'est une instruction formelle. La psychologie derrière ce choix est brillamment analysée dans leur stratégie de vente. Le but, c'est pas de mentir ou de tromper le client sur la composition de l'assiette. On va pas lui dire que c'est de la vraie viande. Non, bien sûr. Le but, c'est plutôt de contourner les biais cognitifs, ces préjugés très ténaces qui sont associés à l'alimentation végétale. C'est vrai que pour beaucoup de gens, le mot vegan, ça déclenche immédiatement l'image d'un repas un peu fade, cher ou d'un substitut qui a un goût de carton. C'est précisément ce que relèvent les documents. En retirant l'étiquette végétarien de la devanture ou du menu principal, le client aborde le plat avec un esprit ouvert, sans a priori. Il juge juste la nourriture. Voilà, on met en avant l'attrait visuel, la gourmandise, le côté réconfortant et bien sûr le prix abordable. Ce n'est que si ce client pose la question, souvent après avoir été surpris par la saveur du repas, que le personnel lui révèle que c'est 100% végétal. C'est la preuve par l'expérience plutôt que par le discours militant. C'est tout à fait ça. Et pour les 5% de clients restants, ceux qui cherchent activement des options spirituelles ou écologiques, l'entreprise déploie une communication spécifique sur des canaux totalement différents. C'est une véritable approche de cheval de Troie. Et cette notion de force, d'infiltration, on la retrouve aussi à grande échelle dans leur partenariat institutionnel. Sur le marché de l'hôtellerie, oui. Exactement. Pour séduire les grands hôtels, les sources détaillent un service qu'ils appellent le modèle français d'accompagnement. Au lieu d'être un simple fournisseur interchangeable, ils proposent une intégration totale. Donc ils installent dans les murs. Ils fournissent le matériel de cuisine spécifique, le soutien technique, et ils vont jusqu'à déployer leur propre personnel de management pour gérer l'offre de restauration de l'hôtel. C'est énorme. Le but avoué, c'est de créer une dépendance positive, de rendre l'hôtel incapable de se passer d'eux. Oui, mais c'est sur ce point précis de la stratégie hôtelière que les choses prennent une tournure beaucoup plus, disons-le, coercitive. Ah oui, c'est là qu'on découvre l'envers du décor. Les sources révèlent un levier institutionnel pour le moins audacieux. Il se trouve que le conseiller principal de Montvegan occupe également un rôle clé au sein de VIDS. VIDS, c'est bien l'Organisation nationale de protection de l'environnement au Vietnam. Tout à fait. Donc ils ont un pied direct dans une agence environnementale officielle. C'est ça. Et le document stratégique mentionne très explicitement qu'ils utilisent cette position pour, je cite, une pression significative sur des dizaines d'hôtels 5 étoiles. Mais comment ça se matérialise, cette pression, en fait ? En termes clairs, ces établissements de prestige sont fortement incités, pour ne pas dire obligés, d'inclure les plats végétaliens de Montvegan dans leur menu. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur certificat de conformité aux normes environnementales. C'est incroyable. C'est une tactique d'une agressivité rare dans ce milieu, hein. Ce n'est plus seulement une question de marketing ou de qualité gustative, c'est de l'utilisation d'un levier réglementaire pour forcer la distribution de leurs produits. Et au vu de la liste des clients mentionnés, ça fonctionne super bien. On parle d'établissements d'une envergure impressionnante. Des noms assez prestigieux, oui. Il y a le Sofitel Legend Métropole de Hanoï. D'ailleurs, Montvegan a carrément été le partenaire culinaire pour la réception de la fête nationale française du 14 juillet là-bas. Jolie vitrine. C'est clair. Les documents listent aussi la chaîne hôtelière A25, qui compte quand même 74 établissements à travers le pays, et ils mentionnent des discussions avancées avec le réseau Marriott. Et pour Marriott, c'est pas si simple. Le directeur de la chaîne exige des standards internationaux stricts. Les fameuses normes HACCP. Exactement. Ces standards internationaux d'hygiène et de sécurité alimentaire, Montvegan s'engage à les respecter à la lettre. C'est vraiment la condition sine qua non pour équiper d'abord les hôtels Marriott au Vietnam, puis espérer s'étendre aux autres hôtels de la chaîne dans le monde. Parce que leur but ultime, c'est pas de rester au Vietnam. Non. Ces réussites locales ne sont, dans l'esprit des fondateurs, que le tremplin d'une ambition mondiale.
Ce qui nous amène aux prévisions financières pour la période 2026 à 2028. Le chiffre qui saute aux yeux dans leur tableau, c'est ce contrat massif pour l'exportation. Et pas n'importe où. En France, les sources affirment que Montvegan a déjà sécurisé des commandes fermes pour un montant de 2 millions d'euros, uniquement à destination de la France. On change d'échelle, là. Complètement. On n'est plus du tout dans une logique de petite start-up qui teste son marché local. Il s'agit de livrer des volumes industriels. C'est 2 millions d'euros pour le marché français. C'est le premier test grandeur nature de ce qu'ils appellent leur modèle hybride. Et c'est la clé de voûte financière de tout le projet. Le modèle hybride. Oui. Le concept, c'est d'utiliser le Vietnam non pas comme un simple marché de consommation, mais comme une plateforme de production ultra compétitive. Mais comment ils peuvent concilier des coûts de production aussi bas avec l'exigence d'un marché européen très strict comme la France ? Eh bien, en capitalisant sur les avantages structurels locaux, tout en imposant une discipline étrangère. Donc le meilleur des deux mondes ? Exactement. Le Vietnam offre un coût très bas pour les matières premières agricoles, une main-d'œuvre qualifiée abordable et une énergie peu coûteuse qui est d'ailleurs cruciale pour leur longue cuisson à la vapeur. Ouais, l'énergie, c'est un gros poste de dépense. Mais au lieu de tomber dans le piège du low cost de mauvaise qualité, ils appliquent à cette base productive des standards de sécurité et d'exigence européens. D'où les normes HACCP dont on parlait. Voilà. De cette manière, ils peuvent exporter vers des marchés occidentaux à fort pouvoir d'achat, tout en dégageant des marges extrêmement confortables. D'un point de vue comptable, c'est imparable. Et l'optimisation ne s'arrête pas aux frontières européennes. Une fois que cette ligne de production est industrialisée et certifiée pour l'export, ils comptent utiliser ces mêmes produits, désormais standardisés et emballés, pour inonder la grande distribution locale au Vietnam. C'est Lotmart, Aeon ou encore la myriade de supérettes Winmart Plus, qui représentent un réseau tentaculaire de plus de 3000 points de vente de proximité. C'est un maillage parfait du territoire. Au final, quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, pourquoi cette plongée dans les documents de Montvegan est-elle si pertinente pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? C'est une excellente question. Qu'on s'intéresse au business, à la nourriture ou à la psychologie des foules, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Je dirais que c'est un véritable cas d'école sur la manière d'identifier et d'exploiter un fossé qualitatif au sein d'une méga tendance mondiale. La tendance de la santé et de l'environnement ici. Voilà. Au lieu d'arriver avec l'énième offre générique ou un discours militant qui braque le consommateur moyen, cette entreprise combine des avantages géographiques indéniables avec des tactiques de marketing psychologique très poussées. Le marketing furtif. Oui, ce fameux marketing furtif couplé à des standards européens, tout ça vise clairement à disrupter un marché occidental réputé exigeant. C'est une vraie leçon d'agilité stratégique. Pour résumer le portrait qu'on vient de brosser de Montvegan, on est face à une entité presque chimérique en fait. C'est une entreprise qui parvient à marier la sagesse macrobiotique ancestrale du yin et du yang, des coûts de production vietnamiens défiant toute concurrence, la rigueur de la gastronomie française et des tactiques de développement qu'on croirait tout droit sorties d'un manuel de la Silicon Valley. Voire des stratégies de diplomatie coercitive avec les hôtels. C'est un mélange particulièrement redoutable. Totalement. Et d'ailleurs, si on relie cela à une image plus large, cela soulève une question importante, et presque philosophique au vu des textes que nous avons explorés. Vas-y, je t'écoute. Au tout début de notre analyse, on a souligné que les fondateurs croient profondément que la viande animale retient l'anxiété, la peur et la douleur au moment de la mort, et que ces émotions affectent directement la santé spirituelle et physique de ceux qui la consomment. Oui, c'est la base de leur quête de pureté avec le Clean Label. Eh bien, c'est le grand paradoxe de ce dossier. Car d'un autre côté, on a vu que cette même entreprise utilise délibérément son pouvoir institutionnel via l'organisation VIDS pour exercer une forte pression sur l'industrie hôtelière. Elle va jusqu'à menacer implicitement les hôtels de perdre leur certificat s'ils n'achètent pas ces produits. Ah, je vois où tu veux en venir. Le paradoxe est le suivant. Si la nourriture absorbe véritablement l'énergie de son environnement de production, on peut légitimement se demander si cette nourriture végétale, aussi pure, bio et exempte de chimie soit-elle, n'absorbe pas, d'une autre manière, la tension, le stress commercial et la rudesse de ses rapports de force économique. C'est une excellente réflexion. Est-il possible qu'un modèle d'affaires visant la propreté nutritionnelle absolue génère, par ses méthodes de vente sous pression, un karma lourd pour la nourriture qu'il s'efforce de produire ? C'est une tension fascinante entre la philosophie pacifique du produit et la brutalité de la stratégie commerciale. C'est une pensée fascinante que l'on va laisser faire son chemin dans l'esprit de notre audience aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. Merci à tous.
On espère que cette plongée dans les coulisses de l'industrie alimentaire de demain a été aussi surprenante que passionnante pour tous les esprits curieux qui nous accompagnent. Il est toujours vital de continuer à questionner le monde qui nous entoure et d'explorer les paradoxes de l'économie moderne. Gardons cette curiosité intellectuelle bien vivante et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt! À bientôt!